Chaque année, entre 20 000 et 30 000 personnes se font kidnapper. Et malheureusement, moins de 4% survivent et s'en sortent sans aucune séquelle physique ou psychologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces personnes ont un point en commun qui leur a permis de s'échapper. Une stratégie psychologique de survie appliquée d'une manière très spécifique. Et comme tu peux l'imaginer, tout ceci est fait de manière instinctive et complètement inconsciente. Ce qui veut dire que si on ne t'explique pas cette stratégie, il y a très peu de chances pour que tu t'en sortes. Mais avant de tout te dévoiler, il faut comprendre pourquoi cette stratégie marche aussi bien et pourquoi tout le monde ne peut pas l'utiliser justement de manière instinctive. Pour cela, je t'invite à te mettre en situation. Tu t'es fait kidnapper et tu viens de te réveiller. Quelque chose cache tes yeux, tu ne peux rien voir autour de toi, mais tu sais que tu es en position assise. Tu arrives à sentir que tes poignets sont menottés et que tout ton corps est retenu et attaché par des espèces de cordes. Sans oublier que tu es bâillonné, donc malheureusement tu ne pourras pas appeler au secours. Dans un premier temps, tu ne te rends pas vraiment compte de ce qui t'arrive. Tu as peur, tu es désorienté, tu es impuissant et privé de toute liberté. Tu te retrouves confronté face à ta propre mortalité. Des pensées parasites commencent à t'envahir l'esprit. Tu commences à demander mais où est-ce que je suis et qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens. À ce moment-là, boum 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 boum, ton cœur bat très fort. Ton souffle il commence à s'accélérer de manière incontrôlable et tu as ça de la crise de panique. Est-ce que je vais mourir? En arrivant précisément à cette étape, je te cache pas que on est dans la merde. Lorsqu'on est envahi par la panique, on n'a plus aucune capacité de réflexion rationnelle et toutes nos chances de survie sont désormais passées à 0%. Mais maintenant que tu es au plus bas, t'inquiète pas, je suis là pour t'aider en te dévoilant la stratégie à suivre. La première étape, c'est reprendre le contrôle de soi et se maîtriser. Dans ce genre de situation critique, on est forcément dépassé par les choses. On doit donc se concentrer sur quelque chose qui nous appartient et sur lequel on a un contrôle à 100%. Et pour ça, il n'y a pas mieux que la respiration. Tu inspires, tu expires. Ça peut avoir l'air tout con, simpliste, mais c'est terriblement efficace. On a 100% de contrôle sur notre respiration et c'est notamment la première chose qui va nous aider à nous calmer et reprendre nos esprits. Une fois que tu as fait ce travail de inspiration et d'expiration, tu vas reprendre petit à petit ta capacité de réflexion et à ce moment-là, il faudra passer au corps. Je t'invite donc à bouger le plus possible. Même si tu es immobilisé, en essayant de bouger petit à petit ta tête, tes mains, tes poignets, tes jambes, tes pieds, tu vas découvrir qu'en réalité, tu n'es pas totalement immobilisé. Même si ce gain de mobilité est en réalité tout petit, tu es dans tous les cas en train d'évoluer dans ta situation initiale parce que petit à petit, tu gagnes des points de liberté. Bien, maintenant que tu as repris le contrôle de ton esprit et de ton corps, on peut passer à l'étape de maîtriser l'environnement. Il est désormais temps de projeter le contrôle que tu as gagné autour de toi. Pour cela, tu vas faire appel à tes sens. Même si tu as un bandeau qui te cache les yeux, il est probable que tu puisses regarder à tes pieds pour voir justement ce qui se trouve autour de toi. Utilise ton odorat pour identifier si l'air est légèrement iodé. Si c'est le cas, ça veut dire que tu es quelque part près de la mer. Sois très attentif à ce que tu entends autour de toi. S'il y a des bruits d'eau, tu peux être près d'un point d'eau par exemple. Ou s'il y a des bruits de voiture, tu peux être près d'une route. En allant à la pêche à l'information de cette manière, tu vas gagner de plus en plus de contrôle et des indications sur l'endroit où tu te trouves. À ce stade de la stratégie, tu n'es plus en train de subir la situation, mais tu as repris du contrôle. Et donc par conséquent, tu es prêt pour la suite. Phase numéro 3, maîtriser l'autre. Maintenant, on arrive dans le vif du sujet. À partir de cet instant, tu seras face à ton kidnappeur et tu vas devoir avancer avec énormément de précautions puisque chaque action et chaque détail de ta part va compter dans la stratégie et pour augmenter tes chances de survie. À l'heure actuelle, tu dois comprendre quelque chose de très important dans ton comportement. Les rôles entre vous deux doivent être très clairs. Tu es le kidnappé, il est le kidnappeur. Donc c'est très important à comprendre que tu dois jouer le jeu. Mais il ne faut surtout pas se placer en tant que victime et commencer à supplier le kidnappeur. À ce moment-là, tu dois collaborer d'humain à humain en tant qu'ego. Et pour mener à bien ta stratégie, à partir de maintenant, tu dois te créer des conditions favorables. Il faut comprendre qu'un kidnappeur a toujours envie d'avoir quelque chose en échange de ton kidnapping. À ce stade-là, il y a très peu de chances qu'il ait envie de te tuer, donc tu peux réfléchir de manière rationnelle et commencer à humaniser la situation entre vous. Et tu dois tellement pousser cette humanisation jusqu'à même montrer de l'empathie pour ton kidnappeur. Et pour ça, c'est très simple. Tu vas commencer par te présenter, parler de famille, essayer de ramener un peu d'humanité dans tout cet échange et dans cette situation très extrême. Et même si ça ne fait pas un effet direct sur le kidnappeur, tout ceci a un impact psychologique. On n'a pas envie de faire des atrocités à quelqu'un qui est un humain, qui a des parents, qui a des enfants, qui est comme nous au final. Et c'est à ce moment-là que la collaboration entre vous deux va être très importante. Il va jouer son rôle de kidnappeur, joue ton rôle de kidnappé. Il te dit de faire des choses, fais-le. Et pour montrer de l'empathie envers ton kidnappeur, ce n'est pas très compliqué. Imaginons qu'il a envie de te remettre tes menottes et qu'il est dans une position un peu plus compliquée. N'hésite pas à dire, attends, est-ce que tu veux que je me mette plus dans cette position? Est-ce que c'est plus facile pour toi? Et
Ce genre de petits détails fait que tu vas montrer de l'empathie et c'est ça qui va t'aider notamment à créer des conditions encore plus favorables pour toi par la suite. Prochaine étape, gagner du terrain petit à petit. Maintenant que tu as brisé la glace entre vous deux, tout le monde connaît son rôle, vous êtes en train de collaborer et tu as même réussi à montrer de l'empathie envers ton kidnappeur. Tu dois maintenant réussir à lui demander des services, mais les plus petits possibles. C'est à partir de ce moment précisément que tu vas commencer à gagner des points de liberté et petit à petit sa confiance. Mais par contre, il faut avancer avec précaution et faire très attention à ce qu'on lui demande. Donc les premiers services peuvent être quelque chose du style: est-ce que je peux changer un peu de position? J'ai un peu mal sur ma fesse gauche, est-ce que je peux changer un peu à droite? On peut lui dire: je comprends que je dois être menotté, mais est-ce que c'est possible de le desserrer un tout petit peu parce que j'ai très mal au poignet? Ou encore, est-ce que tu peux changer mon pot pour aller faire pipi? Et c'est de cette manière que tu pourras demander des services de plus en plus gros, de plus en plus importants. Mais il faut faire gaffe, parce que si jamais la demande elle est beaucoup trop importante pour le kidnappeur, tu vas perdre tout ton avantage, il va se durcir à nouveau et la relation va de nouveau partir à zéro. Donc il faudra recommencer avec des tout petits services et rebâtir tout ce que tu as déjà construit jusqu'ici. Pour t'illustrer ça avec un exemple concret, voici le témoignage de Sabine Dardenne. Dans son livre « J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis parti à l'école ». Sabine est l'une des jeunes filles qui a été kidnappée par Marc Dutroux et qui explique très bien dans son livre justement cette idée de petits services et à quel point on peut gagner de la liberté lors d'un kidnapping. Dans sa terrifiante situation, elle racontait qu'elle était tenue prisonnière dans une cage à l'intérieur de la maison de Marc Dutroux et qu'au fur et à mesure, à force de demander de tout petits services, elle avait gagné le droit de sortir de la cage et même aller dans la cuisine ou dans la salle de bain et justement avoir un tout petit peu de liberté autour de sa cage. Sabine est l'une des 2 jeunes filles qui ont été retrouvées vivantes après le kidnapping et qui a pu survivre à cette situation extrêmement traumatisante justement parce que elle a fait ce travail de petits services, de gagner la confiance du kidnappeur pour qu'au final, après 2 mois, elle puisse survivre à cet événement tragique. Bon, maintenant que tu commences petit à petit à gagner sa confiance, on peut passer à une étape cruciale qui est passer le test de la confiance. Au fur et à mesure, tu vas gagner de plus en plus de liberté, tu pourras peut-être même te balader au sein de l'endroit où tu es retenu et ton kidnappeur voudra sûrement te tester. Et cela peut se traduire par une porte qui est entrouverte, une fenêtre qui est peut-être ouverte, ou voire même un endroit qui puisse t'aider à t'évader et qui tout à coup t'est accessible parce que tu as beaucoup plus de liberté. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu sois très malin, que tu comprennes qu'il s'agit en réalité d'un test de confiance qui est direct ou indirect, prévu ou pas prévu, et tu devras peut-être même laisser passer une chance en or pour t'assurer que par la suite tu as encore plus de liberté et encore plus de chances de t'évader. Et si tu es arrivé jusqu'ici avec brio, tu as tout fait comme il fallait, tu auras forcément une autre occasion en or où tu pourras t'échapper et c'est à ce moment-là tu dois saisir ta chance et tu dois aller à fond. Donc félicitations, tu as survécu à un kidnapping, mais par contre, il existe encore un tout petit élément qui peut gâcher la situation. Je parle ici d'un changement de comportement inexpliqué. Admettons que tu aies tout exécuté parfaitement jusqu'ici et que malgré tout, il y a ce changement de comportement qui est totalement inexpliqué et hors de ton contrôle. Par exemple, ton kidnappeur jusqu'à maintenant il était cagoulé et tout à coup tu le vois sans cagoule et en plus de ça il commence à te déshumaniser. Il commence à te traiter comme un moins que rien. À ce moment-là mon ami, alerte totale, la situation a changé du tout au tout, il a décidé de te tuer, tu n'as plus rien à perdre. Donc tu dois saisir n'importe quelle chance pour t'échapper et tout est permis. Que tu doives l'assommer avec un extincteur, tu dois le planter avec un couteau, encore une fois tu n'as plus rien à perdre, donc il faut tenter le tout pour le tout, c'est ta vie ou sa vie et il n'y a pas d'autre issue malheureusement. Donc tu saisis la première opportunité qui vient à toi, tu l'assommes, tu le plantes et tu te tailles en cours. Voici donc la stratégie psychologique pour survivre à un kidnapping. Toutes les étapes qu'on a suivies portent aussi un nom en psychologie qui est le principe de cohérence interne. Et comme moi, tu le sais, ma spécialité, c'est la stratégie dans le business. Je t'ai créé un article dédié sur ma newsletter privée qui est complètement gratuit où je vais t'expliquer comment utiliser le principe de cohérence interne pour optimiser ton business, ton marketing, tes ventes et apporter beaucoup plus de valeur avec ton business auprès de tes clients. Je t'invite donc à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est gratuit. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, me laisser un like et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.